Bonjour à tous. Ce soir, nous glissons au-delà des somptueux rideaux des plus belles chambres de l'histoire, dans des espaces où les flammes des bougies dansent sur le métal poli, où les silhouettes s'allongent sur des surfaces damassées et où des confidences murmurées résonnent plus puissamment que les ordres souverains. Mais ne l'idéalisez pas trop vite. Ce n'est pas la version service de streaming de la vie à la cour. Pas du tout. Vous allez bientôt découvrir que l'intimité dans les résidences royales est rarement isolée, souvent diplomatique, parfois étrange et, honnêtement, assez aérée. Maintenant, avant d'aller plus loin, considérez ceci. Vous ne tiendrez probablement pas le coup, ni sentimentalement, ni socialement, et surtout, pas si vous essayez une proximité avec quelqu'un au-dessus de votre rang. L'intimité royale n'était pas seulement une affaire personnelle. C'était un spectacle collectif enveloppé de responsabilités, de rituels, de suspicions et d'environ 17 niveaux de dentelle. Donc, avant de vous installer, prenez un instant pour apprécier la vidéo et rejoindre la chaîne, mais seulement si vous appréciez vraiment mes efforts. Et partagez votre localisation et l'heure locale. Je suis curieux de savoir si vous entendez cela à l'aube à Oslo ou sous la lumière de la lune à Manille. Maintenant, tamisez la lumière, activez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond et commençons doucement le voyage de ce soir ensemble. La chambre est plus froide que prévu. Les demeures royales, surtout en Europe du Nord, n'étaient pas conçues pour la chaleur. Les surfaces rocheuses, les hauts plafonds et les grandes fenêtres laissaient entrer plus de froid que de chaleur. Vous n'êtes pas blotti dans un cocon douillet. Vous traversez une pièce conçue pour impressionner les invités. Pas pour favoriser la tendresse. Il y a une cheminée non loin, mais elle crépite plus pour le rituel que pour la chaleur réelle. Vous êtes enveloppé de brocart, pas de couverture moelleuse. Et derrière votre porte, au moins 3 personnes attendent votre prochain mouvement. Les chambres royales n'étaient pas privées comme nous l'entendons aujourd'hui. Des gardes veillent juste à l'extérieur. Des valets, des femmes de chambre et des messagers attendent dans les pièces voisines. Certains dorment même à quelques pas, au cas où vous appelleriez. Le lit lui-même peut être surélevé. Il peut avoir des tentures, mais elles n'étaient pas toujours fermées. Et selon les siècles, vous n'étiez peut-être pas seul dans vos moments les plus intimes. Exactement. Dans de nombreuses coutumes royales, surtout en Europe médiévale et moderne, consommer une union royale relevait des affaires de l'État. Une vérification était donc essentielle. Parfois, cela signifiait qu'un serviteur fidèle attendait derrière la porte, écoutant attentivement. Parfois, cela signifiait examiner physiquement les draps à l'aube. Et plus gênant encore, cela signifiait rester dans la pièce pendant l'acte. Imaginez cela. Vous êtes au lit, peut-être anxieux, peut-être âgé de 20 ans, peut-être jamais aussi proche de quelqu'un. Et là, le conseiller de votre oncle hoche gravement la tête sur une chaise. Ce n'est guère romantique, et même seul, le palais n'est pas conçu pour l'intimité silencieuse. Les bougies vacillent dans des chandeliers en fer. Vous sentez le suif, les parfums et la laine humide. Ailleurs, un rongeur grignote derrière une tenture. Le lit grince fort, pas seulement à cause de l'âge, mais parce qu'il est immense et fait plus pour l'apparat que pour le confort. Le linge de lit, peut-être en soie, peut-être pas. Selon l'époque et le pays, même les rois n'avaient pas toujours de la literie luxueuse. Dans l'Angleterre des Tudors, par exemple, les draps étaient rarement changés et les pots de chambre étaient posés près du lit. Vous essayez de vous concentrer, mais chaque bruit semble spectral. Les rumeurs de cour circulent déjà. La pression de réussir, de concevoir, de suffire comme consort et dirigeant est immense. Votre partenaire peut être un inconnu, peut-être parle-t-il une autre langue, peut-être est-il aussi effrayé, peut-être plus âgé que votre père. Pourtant, vous devez remplir votre devoir, car ce n'est pas juste une union, c'est la succession, la survie d'une lignée, la fusion de royaumes. Votre corps ne vous appartient pas totalement, c'est une ressource d'État. Cet acte unique doit sceller des pactes, produire des héritiers et idéalement susciter l'affection. Simple. Et n'oubliez pas la tenue. À de nombreuses époques, se déshabiller n'était pas rapide. Corset, attaches, manches, jarretières, chemises. C'était un processus en couches nécessitant de l'aide. Il y a de fortes chances que quelqu'un vous ait aidé à vous dévêtir, puis soit resté pendant que vous alliez au lit. Pensez-y.
Le passage de la robe de cour à la nudité n'était pas fluide ni séduisant. C'était une performance. C'était souvent surveillé. C'était au mieux inconfortable. Pourtant, tous les palais n'étaient pas glacials ni tous les rois austères. Dans les palais moghols d'Inde, par exemple, le design privilégiait la chaleur, la sensualité et des environnements luxuriants. Des cours s'ouvraient sur des bassins éclairés par la lune. Des huiles parfumées embaumaient l'air. Les coussins de soie et les sols de pierre fraîche rendaient le plaisir plus accessible. Mais là encore, le rang et le devoir régnaient dans la chambre. Un fait curieux, dans certaines cours françaises, le lit royal n'était pas réservé au repos ou au sexe. C'était littéralement une scène. Les courtisans se rassemblaient le matin pour voir le souverain se réveiller, s'habiller et parfois prendre le petit déjeuner au lit. Parfois même, une favorite était vue quittant la pièce, provoquant murmures et éventails agités. Vous étiez toujours observé, même en dormant. Et voici un point débattu. Les historiens se demandent encore dans quelle mesure la proximité physique entre rois venait du désir réel ou de la nécessité rituelle. Louis aimait-il vraiment ses nombreuses maîtresses? La fameuse passion de Catherine la Grande était-elle de la calomnie politique ou une vérité amplifiée par la rumeur? Les universitaires scrutent lettres, journaux et témoignages pour distinguer le fait de l'exagération. Mais dans un monde où l'isolement n'existait presque pas, on ne saura peut-être jamais vraiment. Alors, allongé sur ce vaste matelas royal, le froid vous piquant le nez et le devoir pesant plus lourd que le dais de velours, vous vous demandez, tout cela en valait-il la peine? Le pouvoir est-il séduisant quand il vient avec autant de conditions? Et tout serait-il plus simple si vous pouviez juste verrouiller la porte? Alors, vous êtes là dans ce lit immense, luttant contre les frissons, les pensées sur le valet qui écoute derrière le rideau, et peut-être cherchant la plus faible étincelle d'enthousiasme pour la personne à vos côtés. Mais avant que l'intimité ne commence, on attend de vous que vous enduriez une série de petits rituels étranges, car dans les palais royaux, rien ne se passait spontanément, même pas la passion. D'abord, la propreté, ou du moins ce qui s'en rapprochait. Si vous imaginez un bain apaisant à la lueur des bougies et des pétales, oubliez. L'hygiène royale variait énormément selon les époques et les régions. Mais beaucoup de nobles européens se méfiaient de l'excès de bain. Certains pensaient même que l'eau rendait malade en passant par les pores. Donc, au lieu de se laver régulièrement, beaucoup masquaient les odeurs avec des parfums puissants, des sachets de lavande ou des sous-vêtements propres quand ils y pensaient. Votre préparation pouvait inclure un saupoudrage de poudre de riz ou de musc. Votre haleine était rafraîchie avec des herbes trempées dans du vin ou votre perruque recourbée, avec des fers chauds dégageant une légère odeur de cheveux brûlés. Ça, c'est si vous êtes chanceux. Plus communément, vous vous glissiez au lit légèrement en sueur, couvert de résidus de tissu, et portant les espoirs de votre cour comme un manteau de plomb. Et ce n'est que la préparation physique. Mentalement, on vous avait préparé depuis l'enfance à voir le sexe comme quelque chose de sacré ou de stratégique. Selon le lieu et l'époque, vous pouviez prier avant d'entrer. Dans les cours catholiques du XVIe siècle, les confesseurs guidaient fréquemment les jeunes mariés pour qu'ils demandent la faveur divine avant la consommation. Certains prenaient cela très au sérieux, transformant la tendresse en obligation teintée de culpabilité. Pourtant, tout n'était pas que ténèbres et encens. Certaines cours embrassaient profondément la sensualité. Pensez aux harems ottomans, où les rituels prolongeaient l'anticipation. On pouvait vous baigner à l'eau de rose, vous masser avec des huiles parfumées, vous habiller de soie brodée et vous enseigner l'art de la séduction. Tout un système existait. Rituels, chorégraphie et suspense, culminant dans une danse nuancée de dévoilement et de plaisir. Cela dit, les femmes ici n'étaient pas toujours libres. Concubines, favorites, même les épouses chéries devaient souvent rivaliser pour les faveurs comme des courtisans se battant pour la politique. Et n'oublions pas l'astrologie. En effet, avant de glisser sous ces draps brodés, certains souverains consultaient les astres. Les astrologues de cour étaient souvent chargés de déterminer le moment le plus propice pour concevoir un héritier. Si la lune était mal placée, mieux valait reporter à jeudi. Un noble français se serait abstenu de sa femme pendant tout un mois parce que Mars était mal aligné.
imaginez l'accueil. Côté pression, tout cet épisode était probablement documenté. Dans certaines cours, notamment lors des mariages royaux, des officiels consignaient la date et l'heure de la consommation. Pourquoi? En cas de dispute future sur l'héritier, on voulait des preuves. Dans l'Angleterre des Tudors, on pouvait convoquer les nobles pour attester que le mariage avait été consommé, même sans avoir assisté à l'acte. Des rumeurs circulent toujours sur la question de savoir si le mariage d'Henry Wyeth avec Anne de Clèves a vraiment été consommé ou s'il l'a simplement trouvée peu attirante et inventé une échappatoire. Spoiler, les documents officiels n'apportent guère de clarté. Pendant ce temps, on marchait nerveusement dans les antichambres en attendant des nouvelles. Les servantes étaient prêtes à récupérer les draps le matin à la recherche de preuves sanglantes. On pouvait même faire venir des sages-femmes des semaines plus tard pour inspecter la mariée à la recherche de signes d'activité. On surveillait, ce n'était pas de la séduction. Et voici la surprise. Beaucoup de rituels concernaient plus le public que le couple. Dans la France médiévale et certaines régions d'Espagne, le mariage royal n'était pas final tant que la mariée n'avait pas été déshabillée et conduite au lit par des témoins féminins, tandis que des hommes accompagnaient le marié. Ils ne restaient pas pour l'acte mais attendaient dehors, et tout le monde espérait entendre quelque chose. Du mouvement, des rires, peut-être des applaudissements. Si vous avez déjà eu le trac, imaginez cela, avec l'avenir d'un royaume en jeu. Élargissons maintenant notre regard vers une tradition moins connue, mais profondément étrange, les reliques de fertilité. Dans certaines cours catholiques, les souverains sans enfants étaient encouragés à dormir près d'objets sacrés. Ossements de saints, fioles d'huile bénite, voire lettres écrites par des apôtres. Une reine espagnole aurait gardé un os de doigt sous son oreiller pour solliciter l'aide divine. Efficacité douteuse. Malaise extrême. Naturellement, les historiens débattent du sérieux de ces rituels. Certains y voient du symbolisme, une assurance cérémonielle. D'autres pensent qu'ils reflétaient les peurs et espoirs profonds de la royauté, surtout lorsque les dynasties tenaient à un fil. Après tout, rater un héritier signifiait que titre, alliance, voire traité de paix pouvaient s'effondrer. Et n'oublions pas la charge émotionnelle sous les fastes et les parfums. On attend de vous que vous mêliez désir et raison d'État. Vous pouviez être jeune et terrifié. Vous pouviez être plus âgé et las de la comédie. Vous pouviez ne rien ressentir pour la personne à vos côtés. Pourtant, les rituels persistent. Les poudres sont appliquées, les prières murmurées, les draps tirés comme des rideaux de scène. Car dans les palais royaux, le sexe n'était pas seulement privé. C'était du théâtre. C'était le destin. Ainsi, à mesure que la dernière chandelle s'éteignait et que les tentures de velours fermaient votre espace partagé, vous ne gagnez pas la paix. Vous gagnez un rite minutieusement orchestré. Un peu magie, un peu spectacle, un peu bureaucratie, tout cela pour un avenir que vous n'aviez pas choisi. Imaginez maintenant le rideau à peine tiré. Les braises s'éteignent dans l'âtre et enfin, vous êtes seul. Ou c'est ce que vous croyez. Car juste au moment où votre main effleure la robe de votre partenaire, il y a un bruit, un souffle, peut-être une touxe. Car, dans un palais royal, vous n'êtes jamais vraiment seul, ni en dormant, ni en vous baignant, encore moins dans la vulnérabilité. Bienvenue dans l'univers troublant des témoins de la chambre à coucher, des domestiques personnels et des regards tapis dont tout le devoir était de planer autour de votre intimité autant que l'étiquette le permettait. Certains témoins étaient purement symboliques. Certaines traditions voulaient que les nobles escortent simplement les jeunes mariés au lit, portent un toast à leur union, puis partent poliment. Mais ailleurs, surtout chez les Tudors, les Habsbourg et les Bourbons, le personnel de la chambre ne faisait pas que rôder. Il dormait dans les pièces voisines, parfois avec accès direct par des portes ouvertes ou des arches drapées. Même en vous sentant seul, quelqu'un était généralement tout prêt, au cas où vous auriez besoin de draps propres, de vin ou d'aide pour confirmer un héritier. Et ce n'étaient pas des servantes anonymes ou des laquais sans visage. Beaucoup étaient des confidents de confiance, des nobles eux-mêmes ou des serviteurs de famille de longue date élevés aux côtés du monarque. Ils avaient des noms, des titres et une connaissance excessive. Le gentilhomme de la chambre,
dans les cours britanniques par exemple, était un noble aidant le roi à s'habiller, à se déshabiller et restant à proximité pour les besoins urgents. Pas forcément sexuels, il s'agissait de pouvoir, de proximité, de tradition, mais cela créait une ambiance où rien n'était tout à fait privé. Imaginez la passion attendue alors que votre précepteur d'enfance écoute derrière la porte. Il y avait aussi les dames de compagnie. Ces femmes n'étaient pas de simples compagnes décoratives. Elles étaient une surveillance intégrée, souvent chargée de la garde-robe, de la santé et de la moralité de la reine. Elles pouvaient servir d'espionnes officieuses pour les rois ou les rivales. Si une reine était soupçonnée d'infidélité ou simplement d'affection pour la mauvaise personne, ces dames pouvaient être interrogées, soudoyées ou poussées à rapporter. Un regard, un cycle manqué ou une nuit en larmes pouvaient déclencher des rumeurs et des menaces. Ce n'étaient pas que des dames, c'étaient des moulins à rumeurs ambulants, corsetés et à l'oreille fine. Une tradition particulière est née en France où la routine quotidienne du roi, y compris le coucher, était semi-publique. Les cérémonies du lever et du coucher impliquaient que les courtisans observent le roi se réveiller et se coucher. Les nobles de haut rang pouvaient même aider à le déshabiller ou à le border. Cela semble innocent, mais chargé de siècles de politique de cour, cela devenait plus du théâtre que de l'habitude. Le sexe dans ce monde n'était pas recherché pour lui-même, il était suivi à la trace. Il existe même un cas autrichien du XVIIIe siècle où l'impératrice Marie-Thérèse tenait des registres détaillés des mariages de ses enfants, activités y compris l'heure du coucher et le succès, non par curiosité, mais parce que produire des héritiers était une affaire d'État. Romantique, n'est-ce pas? Cette observation perpétuelle créait un paradoxe. Les souverains vivaient entourés de luxe, mais totalement privés d'intimité. Ils possédaient tout, oreillers moelleux, feux chaleureux, robes brodées d'or, mais jamais la vraie intimité. Chaque murmure avait un public, chaque gémissement pouvait être entendu. Chaque décision, impliquant des draps de soie ou des amants interdits, pouvait se retrouver dans une lettre à la cour rivale. Et puis il y a l'étrange, le vraiment bizarre. Certains couples royaux étaient légalement obligés de prouver la consommation devant témoins. Parmi les plus célèbres, le mariage de Margaret Tudor avec Jacques Cath d'Écosse. Plusieurs nobles auraient accompagné le couple jusqu'à leur chambre et attendu maladroitement dehors jusqu'à être sûrs que l'affaire était conclue. Parfois, des prêtres étaient présents pour bénir l'acte, ou pire, l'observer. Bien que la plupart des témoignages soient indirects et dramatisés, leur existence en dit long. Un détail scandinave curieux. Une tradition, appelée la cérémonie du lit nuptial, impliquait que les jeunes mariés soient déshabillés et rhabillés par leurs entourages, embrassés pour la nuit par les spectateurs, puis bordés au lit, souvent sous le regard d'une audience scrutant les ombres. Ces cérémonies étaient à moitié païennes, à moitié politiques, et totalement cauchemardesques pour les timides. Pourtant, toute la surveillance n'était pas directe, parfois architecturale. Les palais comportaient des passages secrets, des judats et des portes à sens unique. Des lieux comme Hampton Court ou Fontainebleau avaient des couloirs permettant au personnel, voire aux ennemis, de se déplacer sans être vus entre chambres, galeries et salles de réunion. Si quelqu'un voulait savoir qui avait visité votre chambre tard le soir, il n'avait pas besoin d'un garde. Il lui fallait un escalier secret. Les historiens débattent encore sur ce qui était réel ou exagéré. Certains avancent que les coutumes plus invasives ont disparu au XVIIIe siècle, remplacées par des gestes symboliques. D'autres pensent que la culture de la surveillance est restée ancrée, cachée derrière l'étiquette et le rituel. Quoi qu'il en soit, le résultat était identique. Une atmosphère de tension constante où la passion vivait sous contrôle et la vie privée restait éphémère. Pour les souverains, le sexe n'était jamais seulement un désir. Il était mêlé à la politique, au devoir, à la réputation. Et toujours sous observation, la passion devenait... Pas étonnant que de nombreux monarques recherchaient des amants secrets, des lettres codées, des rendez-vous nocturnes. Même les rois et reines avaient besoin de moments rien qu'à eux. Alors vous vous allongez dans votre lit doré, rideau tiré, feu bas, respiration à peine audible. Et quelque part dans l'obscurité, un domestique change de position sur la pierre. Un page griffonne dans un registre.
Et les murs, ces murs opulents et résonnants, écoutent. Dire que le sexe royal était politique est une chose. La réalité crue apparaît en apprenant que l'on attendait parfois des gens qu'ils s'y adonnent comme lors d'une signature de contrat, formelle, sans spontanéité. Car dans le monde étincelant des couronnes, la consommation n'était pas seulement encouragée, elle était obligatoire, consignée et parfois observée par des officiels. Sérieusement, prouver la légitimité du mariage nécessitait non seulement une bague, mais une confirmation physique. Bienvenue dans le domaine profondément inconfortable du sexe vérifié publiquement. Respirez profondément. Ici, votre corps cesse de vous appartenir. C'est un instrument diplomatique. Vous venez d'épouser le pouvoir. Habsbourg, Bourbon, dynastie scandinave au nom plein de consonnes. Votre union représente 2 nations, 2 fortunes ou 2 siècles sanglants de querelles réunies. Tout le monde observe. Espérons pas pendant. Mais les événements de la chambre à coucher font écho sur les continents. Dans les traditions particulièrement intrusives, les jeunes mariés étaient escortés par une suite complète jusqu'à la chambre. La cérémonie du lit nuptial était une affaire sérieuse. Dans l'Angleterre, la France, l'Écosse médiévales et modernes, des officiels accompagnaient les couples jusqu'au lit. Un évêque pouvait se tenir au chevet pour bénir l'union. Les témoins, nobles de haut rang ou membres de la famille, restaient proches, parfois dans la même pièce, jusqu'à ce que des bruits appropriés soient entendus. Certains offraient du vin, d'autres fixaient le plafond, mortifiés. Quelles qu'en soient les modalités, le message était clair. Ce n'est pas du romantisme. C'est votre devoir de donner des héritiers, et nous veillons à ce que vous n'échouiez pas. Si c'est traumatisant, vous n'êtes pas seul à le penser. Les chroniqueurs historiques trouvaient cela gênant. Il existe des récits de couples royaux tellement terrifiés qu'ils restaient côte à côte à chuchoter, faisant semblant. D'autres, sous la pression de témoins omniprésents, précipitaient l'acte pour en finir. Un noble français écrivit qu'une mariée tremblait si violemment lors de la mise au lit public que les servantes la menaient physiquement jusqu'au départ du public. Et même sans témoins dans la chambre, la pression persistait. Souvent, les domestiques ou médecins examinaient les draps le lendemain pour y trouver des signes de consommation, typiquement du sang. Cela reposait sur des suppositions erronées et misogynes. Toutes les vierges saignent lors du premier rapport. Les hommes réussissent toujours. Si les draps manquaient de preuves, on pouvait interroger, séparer ou annuler les couples. Mais si l'acte n'avait pas eu lieu, si le mari n'y arrivait pas, si la mariée résistait, la faute retombait généralement sur la femme. On pouvait l'accuser de froideur, de sorcellerie ou d'avoir failli à son devoir d'épouse. En Espagne et en France, les rois incapables de consommer subissaient parfois des audiences publiques humiliantes où médecins et théologiens spéculaient sur la nature de l'échec royal. Imaginez 17 hommes barbus débattant de la largeur de vos hanches. Un simulacre de consommation particulièrement étrange eut lieu au XVIe siècle lors du mariage de Marie-Louise d'Orléans avec Charles II d'Espagne. Charles, notoirement frêle et probablement infertile à cause de la consanguinité, était censé produire un héritier. Lorsqu'il échoua, Marie-Louise fut blâmée. Examinée, interrogée, elle mourut finalement, probablement de stress et de maladie après des années de surveillance. On déclara que son utérus avait fait défaut à l'Espagne. Il y a aussi le cas troublant de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, en 1591. Leur nuit de noces comptait tellement que la mère de Marguerite, Catherine de Médicis, exigea une confirmation. Marguerite suggéra que serviteurs et officiels attendaient dehors pendant que le couple obéissait maladroitement. Pas de pression, n'est-ce pas? Mais ces confirmations publiques n'étaient pas seulement une affaire de fertilité. C'était une assurance légale. Si un roi ou une reine cherchait l'annulation, il fallait prouver la non-consommation. Toute rumeur, doute, impuissance ou réticence pouvait éclater en scandale. Avocats, clercs, médecins convoqués. Lettres exhumées. Serviteurs interrogés. Une seule nuit ratée pouvait ruiner un mariage, parfois une dynastie. Toutes les cours royales ne pratiquaient pas de tels extrêmes. Dans la Chine des Ming, le sexe restait politique mais privé. Les empereurs avaient des dizaines, parfois des centaines de concubines. Un système complexe régissait les visites nocturnes de l'empereur. Les rencontres étaient consignées, rarement observées.
Pourtant, là aussi, la fertilité d'une concubine décidait de son destin. Donner un héritier élevait son statut. Écouer signifiait l'oubli ou pire. À l'inverse, les cours impériales japonaises valorisaient le raffinement. La passion transparaissait dans la poésie, les vêtements, l'encens. Mais là aussi, la pression de l'héritier était constante, et les domestiques savaient des vérités gênantes. Un fait fascinant et méconnu, à tradition. Certaines principautés allemandes exigeaient que les jeunes mariés terminent leur déshabillage sous témoin. Des proches de confiance restaient juste assez longtemps pour s'assurer que le couple entrait ensemble dans le lit. Personne ne restait, heureusement. Mais il faisait un rapport. Un refus conjugal signifiait un motif d'annulation. Absurde aujourd'hui, mais courant pendant des siècles. Les historiens débattent sur la fréquence réelle de l'application. Certains pensent que les versions extrêmes étaient rares, réservées aux unions cruciales. D'autres affirment qu'elles étaient répandues, mais stylisées, intimidant plus que vérifiant. Dans tous les cas, rois et reines devant prouver leur vie sexuelle en dit long. Allongés sous des tapisseries, vous ne sentez aucune chaleur, seulement du poids. Ce n'est pas personnel, c'est une mission diplomatique menée par l'anatomie. Un faux pas, des faits lignés, terre, honneur. Les enjeux sont élevés, l'audience attend. Quelqu'un écrit déjà les événements de la nuit, qu'ils soient témoins ou non. En cherchant sous le dais brodé, une nouvelle complication surgit. Le mobilier, en particulier le lit royal. Ce n'est pas simplement un lit, c'est un trône déguisé, une scène, un symbole, une structure colossale et grinçante priorisant la visibilité au confort. 4 montants immenses, des tentures brodées, un cadre sculpté d'armoiries familiales, du velours suffisant pour étouffer la petite noblesse. Vous n'y grimpez pas, vous y montez, imposant le ton. Même intime, vous jouez un rôle. Le lit royal privilégiait la grandeur. Sa hauteur nécessitait tabouret ou marche. Certains monarques, surtout en France et en Angleterre, possédaient des lits si élevés et ornés qu'ils étaient des meubles cérémoniels. Le lit de Louis XIV à Versailles avait son rituel quotidien. Les courtisans se réunissaient pour le regarder se réveiller, s'habiller, même être bordés. Donc, tout en imaginant une connexion douillette, vous faites face à un matelas gémissant, des draps rêches, un espace conçu pour impressionner les visiteurs, pas pour bercer les amants. Et la logistique des vêtements. Vous portez 5, peut-être 6 couches. Votre corset doit être défait, les bas roulés. Votre robe extérieure a une attraction gravitationnelle. Votre partenaire porte une chemise de nuit brodée, peut-être une perruque, parfois une dague par habitude. Se déshabiller demande planification, patience, une femme de chambre aux doigts agiles. La spontanéité, peu probable. À la fin du déshabillage, les bougies sont à moitié consumées, l'enthousiasme refroidi. Pourtant, enfin sous les couvertures, ou plus réalistement, sous des linges séparés, laine, jetés décoratifs, le protocole vous rattrape. Le sexe entre souverains obéissait à des règles tacites. Certaines positions étaient jugées inconvenantes, d'autres trop sauvages, bestiales, communes. Beaucoup de cours ne jugeaient la position du missionnaire acceptable que pour la procréation. Toute autre chose risquait le scandale si découvert. Cela paraît absurde aujourd'hui, mais l'angle du corps pouvait être scruté si des domestiques entraient ou si des rumeurs circulaient. Dans les cours conservatrices, même le baiser était calculé. Le baiser saluait, montrait la faveur, la soumission. Un baiser passionné au lit pouvait paraître vulgaire. Certains historiens avancent que la sensualité, le plaisir réel, était vulgaire si elle gênait le devoir. Par exemple, des lettres de nobles anglais du XXe siècle révèlent un certain mépris pour les couples trop affectueux, comme si l'amour signalait un manque de discipline. Ce malaise n'était pas que social, il était aussi physique. Les lits royaux, surtout en hiver, étaient glaciales. Le chauffage était inconstant. Les murs des palais privilégiaient la grandeur à l'isolation. Vous pouviez partager le lit, mais être emmitouflés séparément, parfois coiffés d'un bonnet ou de gants. La chaleur de la peau nue contre la peau nue, une fantaisie. Vous tâtonniez dans l'obscurité, évitant de heurter des coussins précieux ou d'arracher des rideaux qui risquaient de faire s'effondrer le baldaquin. Imaginez maintenant cette chorégraphie maladroite, tout en conservant votre dignité. Pas de rire, de maladresse, de discussion sur les incidents. Il fallait agir correctement, se comporter noblement,
car perdre sa contenance, surtout avec un époux inconnu, était presque pire que l'échec. Dans l'Empire ottoman, toutefois, il y avait plus de faste. Les quartiers du sultan, comme à Topkapi, étaient élaborés mais intentionnellement sensuels. Sol capitonné, banquettes, plafonds en dôme, amplifiant la musique douce ou le murmure des fontaines. Le mobilier était flexible, accueillant. Pourtant, là aussi, chaque mouvement dans le harem était documenté, consigné, soumis au protocole. Les concubines ne déambulaient pas pour des câlins, elles étaient convoquées, examinées, préapprouvées par des eunuques, gardiens de l'intimité. Retour en Europe, le moindre meuble reflétait le statut marital. Prenez la chaise de mariage, siège spécial offert aux jeunes mariés en France et en Italie, souvent sculpté d'Adam et Ève ou de scènes mythologiques, destinées à inspirer ou intimider. D'autres chambres comportaient des statues de fertilité, des pots de chambre décorés, des paravents qui décoraient plus qu'ils n'isolaient. L'environnement rappelait sans cesse que vous n'étiez pas des amants, des symboles. Un fait merveilleusement étrange. Dans la République des deux nations, Pologne-Lituanie, les jeunes mariés recevaient parfois une horloge de lit, un chronomètre comptant les nuits passées ensemble. Surtout symbolique, mais difficile d'oublier l'image du couple comptant les secondes sous un coucou doré au regard sévère. Les chercheurs débattent encore de la véritable émotion dans la chambre royale. Était-elle stérile ou y avait-il une connexion dans les marges du protocole ? Certains pensent que les règles strictes laissaient place à l'affection. D'autres voient des mondes solitaires où la tendresse ne fondait jamais les murs entre des gens pour qui l'amour était une monnaie politique. Ainsi, les genoux maladroitement repliés sur un lit forteresse grinçant, manœuvrant des couches de soie tout en gardant une posture royale, vous demandez si votre partenaire s'y connaît mieux. Vous bougez. Le matelas gémit comme un élan mourant. Des pompons vous frôlent inutilement. Un carillon sonne minuit. La place des pieds reste incertaine. On pourrait croire qu'après les rituels, le mobilier gênant, le silence glacé, la pression de la performance monarchique, le déshabillage offre un répit. Une pause intime pour désarmer, se dévêtir, s'approcher. Mais non, les palais royaux faisaient du déshabillage un spectacle. Lent, cérémonial, frustrant, dentelle, anxiété, rembourrage, dépassant les tentes de foire Renaissance. D'abord, on ne se déshabille pas seul. Ce serait barbare. Des serviteurs formés sont là pour ça. Tout un corps de métier existe pour habiller, déshabiller les souverains. En France, c'était le valet ou la femme de chambre. Mains nouant les rubans, ajustant les corsages, ôtant les perruques, sans faire tomber la poudre. Nuit de noces ? Attendez-vous à un public. Les traditions voulaient parfois que les mariés soient déshabillés cérémonieusement devant les dames d'honneur, qui offraient des conseils murmurés, des vœux, des commentaires non sollicités sur les hanches ou les taches de naissance chanceuses. On défaisait les robes, retirait les corsets, ôtait les bas, puis on vous laissait en chemise blanche, en demandant de défroisser. Leszczyńska, épouse de Louis XV, fut mise à l'écart dès l'arrivée de Madame de Pompadour. La reine remplissait un rôle cérémoniel, les affections romantiques du roi, ses rires, ses consultations politiques, allaient à la favorite. La chambre de Pompadour se trouvait juste au-dessus de celle du roi, reliée par un escalier. La reine, dans une aile séparée, était pratiquement et symboliquement éloignée. En Angleterre, la reine Caroline d'Ansbach tolérait la maîtresse de George II, Henrietta Howard, et la cour louait le charme et la grâce d'Henrietta en présence de la reine. Caroline aurait dit « Je ne m'oppose pas à la maîtresse, j'aurais simplement préféré qu'elle soit plus jolie. » Sarcasme, seul échappatoire. Dans les mariages royaux, la tolérance était une condition de survie. Les maîtresses prenaient des risques, leur position était glamour mais précaire. La faveur du roi était instable, la cour impitoyable. Un mot, un faux pas, et la maîtresse pouvait tomber en disgrâce, glissant sur le marbre en satin aussi vite qu'une pantoufle. Renvoyée, exilée, emprisonnée. La reine, seule sur son trône, la maîtresse, funambule sur une corde raide d'épée. Les enfants accroissaient la volatilité. Une reine qui donnait un héritier consolidait sa position. L'échec transformait les enfants de la maîtresse en pions pour des jeux politiques dangereux. Les bâtards royaux recevaient des titres, des terres, des rôles de succession si la lignée légitime vacillait. Louis XIV reconnut ses enfants illégitimes. Ils devinrent ducs, généraux, diplomates.
Les traditionalistes étaient furieux. Pour les ambitieuses, la maternité était l'atout suprême. De rares exceptions voyaient les reines trouver amour ou amusement dans le mariage. Catherine la Grande, en Russie, gardait ouvertement des amants logés dans des appartements luxueux et les changeait selon ses envies. La cour acceptait, attendait même, une exception à la règle. Pour la plupart, le double standard restait de fer. Les amants du roi prouvaient sa virilité, ceux de la reine étaient une menace. En Espagne, la reine Isabelle II eut la réputation d'avoir de multiples amants, tandis que l'intérêt de son mari pour les femmes était mis en doute. Les historiens débattent de ces rumeurs, la vie sexuelle de la reine était un sujet d'État, celle du roi une note de bas de page. Il existe des histoires fascinantes et tragiques de complicité entre reines et favorites. Parfois, elles s'entendaient par nécessité. Madame de Maintenon commença comme maîtresse de Louis XIV, devint épouse secrète, peut-être clandestine. Elle conseilla sur la morale d'État et maintint de bonnes relations avec les enfants des précédentes unions royales. La reine morte, la coexistence reine-maîtresse devint une danse d'influence. Placement à table, ordre du premier regard, confidence à l'oreille, titre à la reine, attention à la maîtresse. Parfois, cela en valait la peine. Les historiens débattent du rôle du pouvoir. La reine, contrainte mais influente à long terme. La maîtresse, règne fugace, mais pouvoir immédiat sur le cœur du monarque et le sort du royaume. Pas de réponse simple. Dentelle de jalousie et sourire calculé. Ce soir dans la chambre, on pense à l'autre femme. La reine répète son sourire pour la cour. La maîtresse se demande par quelle porte le roi entrera. Le palais est coupé en deux, récit unique et fragmenté, officiel et chuchoté, mais totalement visible. Devenir royal par naissance ou mariage fait du corps un vaisseau. Poétique ? Non, une matrice humaine surveillée par l'État, mandatée pour la fertilité, coiffée d'une couronne. Donner un héritier, jalon personnel, mission numéro 1. Bienvenue dans l'univers angoissant de la fertilité royale. Sexe, désir, héritage, dynastie, reproduction froide et clinique, la romance absente. La pression de concevoir était brutale. La survie des empires dépendait de la naissance d'un garçon sain et d'un remplaçant. Voile de mariage levé ? Jeune mariée rougissante, époux nerveux ? Intérêt national. Chaque mois comptait. Les cours attendaient patiemment les annonces de bébés, conseils d'avis, sages-femmes, cousins éloignés, les menstruations de la reine, rumeurs de palais. Cycle manqué, moitié de la cour tricotant. Stress, fatigue, les domestiques s'échangent des regards. Fausse alerte, déception consignée dans les registres. Oubliez l'intimité. La grossesse royale était publique dès que le ventre apparaissait. Les cours assistaient à l'accouchement des reines. Des témoins étaient là pour éviter l'échange de bébés. En France, la salle d'accouchement de la reine était ouverte à certains membres de la cour. En Angleterre, c'était plus discret. En 1688, la naissance de James Francis Edward, fils de la reine Mary Modena, eut plus de 50 témoins pour confirmer l'enfant. Accouchement à l'hôpital stressant, imaginez les ducs et les cardinaux au chevet. Pression pour concevoir, vite, idéalement la première année de mariage. Pas de grossesse, examens médicaux, prières, interventions maladroites en chambre, conseils d'herbe, changement de technique, consultation spirituelle. Essayer en privé? Impossible. Mari blâmé? Reine, soupçon sur la femme. Si rien ne se passe, c'est sa faute. Époux septuagénaire, syphilitique, amateur de fauconnerie, c'est l'utérus de la reine qu'on accuse. L'obsession de la fertilité royale a engendré d'étranges pratiques. Dans l'Europe moderne, médecins et apothicaires proposaient des potions bizarres, bois de cerf moulu, peau de serpent séchée, poudre de perles, tout semblait possible. Des femmes portaient des peaux de grenouille sur le ventre. Des hommes buvaient du vin aux cornes de rhinocéros. Spoiler, inefficace, mais on tentait tout pour espérer. Les rapports étaient programmés. Les médecins de cour calculaient les jours fertiles et recommandaient des devoirs conjugaux. Programme selon les phases lunaires, saison, groupe sanguin. La reine échouait à respecter le planning, accusée de saboter la lignée. La romance s'effaçait devant le calendrier d'ovulation, géré par des perruques poudrées. Une règle d'air, il fallait 2 fils pour assurer l'avenir. Héritier et remplaçant en cas de chute de cheval, variole, assassinat ou coup d'État. Pression constante sur la production. Une reine de plusieurs garçons gagnait puissance et respect. Des filles, au contraire, étaient un poids politique.
Le pire, fausse couche, mort-né. Douleur privée? Non. Échec public. Poids émotionnel écrasant. La reine Anne d'Angleterre, 17 grossesses, aucun enfant survivant. La douleur était immense, elle devait pourtant sourire, recevoir, organiser des bals pour les enfants des autres. Les pertes, des tragédies? Pour la couronne, des déceptions. Détail troublant chez les Tudors. On croyait que trop de rapports pendant la grossesse nuisaient à l'enfant. Les maris royaux devaient s'abstenir jusqu'à la naissance d'un héritier. Les passions allaient ailleurs, servantes ou dames de compagnie, laissant la reine épuisée, isolée. Le palais était une machine broyeuse. La fertilité de la reine scellait les alliances. Un héritier assurait la paix. Un mariage stérile menait à la crise, guerre civile ou invasion. La pression pesait dès le petit déjeuner. La conversation portait sur les règles. On se réveillait en se demandant si le ventre de la reine allait déclencher la guerre ou la paix. Les historiens s'interrogent. L'affection pouvait-elle survivre à cette pression? Il y eut certainement de vraies histoires d'amour, des couples qui défiaient le devoir. Mais dans bien des palais, le sexe n'était qu'un outil, un test, un acte sous surveillance. Ce soir, entre des draps de soie, le poids des attentes de chaque côté, on se demande si l'amour peut survivre à la raison d'État. Une main de mari réchauffant la paume, une sage-femme guettant le pouls d'un utérus comme traité royal. Le lit royal. Sanctuaire ou arène politique. À chaque pas, on entre dans l'arène, derrière des portes sculptées, dans un univers de trahison. Les draps sont doux, mais les intentions affûtées. Bienvenue dans les intrigues de la chambre royale. Sexe, levier, désir, jeu dangereux. Les murs écoutent et bavardent. Serviteurs, conseillers, amants, rivaux surveillent la moindre erreur, la main mal posée, l'absence prolongée de la chambre de la reine. L'intimité, preuve, carburant de factions courtisanes, ascension ou chute au gré de la température du lit royal. Accès à la chambre, champ de bataille. Les rois et reines, intimes ou non. Qui pouvait approcher? Quand? À Versailles, certaines familles de la noblesse aidaient le roi à s'habiller ou se déshabiller, obtenant ainsi un prétexte pour rester dans l'intimité. Plus on était proche de la peau du roi, plus on était proche du pouvoir. Ajuster une chemise de nuit, tasser un oreiller, c'est un privilège politique. Trop proche, risque, menace, jalousie, caresses déplacées. Les liaisons secrètes des nobles pouvaient ruiner des mariages, briser des alliances, déclencher des conflits. Célèbre exemple, la reine Caroline Mathilde de Danemark et le médecin royal Struensee, leur romance secrète se solda par l'exécution de Struensee et l'exil de la reine. Ligne du lit, rideau à dissimuler. Pas un cas isolé. Le sommeil royal, objet de rumeur, pouvait faire ou défaire une carrière. Mauvais lit, titre perdu. Bon lit, province. Peut-être coiffé d'un bonnet de nuit comme un fantôme victorien, sexuellement nerveux. Le déshabillage ne s'achève pas. Les corsets peuvent rester fermés, les bas parfois conservés, les bijoux soigneusement posés sur des plateaux dédiés, les sous-vêtements parfois rentrés à la taille selon le rang, les coutumes de la cour, et la réaction scandalisée des serviteurs à la vraie nudité. Mais les couches faisaient parfois partie du jeu. À Versailles, l'apparence primait. La ligne entre le pouvoir et la séduction était infime. Le déshabillage devenait une performance aguicheuse. Regard bien placé, jarretière desserrée, un rire partagé devant une perruque de travers. Les couples, surtout déjà attirés, utilisaient le rituel comme une montée en tension, une révélation taquine, tandis que la cour prétendait ignorer les murs brodés. Ailleurs, comme dans la Russie du XVIIIe siècle, le processus était plus rapide, moins cérémoniel. Mais les couches régnaient. Les hivers russes imposaient de dormir habillés, côte à côte, sous des fourrures épaisses étouffant bruit et mouvement. Se déshabiller n'était pas anticipation, mais souci pratique d'éviter de geler avant le baiser. Malgré l'effort cérémoniel, personne n'enseignait aux couples royaux l'après-déshabillage. L'éducation formelle manquait, pas de conseils explicites. Conseils vagues de confesseurs ou de tantes. Le savoir réel venait de rumeurs, d'illustrations, d'essais maladroits. La noblesse ne devrait pas avoir besoin d'apprendre ces choses, l'instinct devait suffire, ce qui rendait le moment intimidant. Détail insolite. Certaines cours équipaient les lits de systèmes de cordes pour soulever et arranger matelas et draps. Ces lits à poulies étaient fonctionnels pour l'intimité. Les cordes grinçaient immanquablement.
Un noble Écossais raconta avoir été si embarrassé par les bruits du lit de noces qu'il quitta la chambre pour marcher dans le couloir. Les chercheurs débattent de l'intention des rituels de déshabillage, érotisme ou intrusion de la cour. Certains affirment que la modestie jouée comptait plus que la vraie pudeur. D'autres pensent que la cérémonie ôtait l'autonomie, transformant les individus en extension de la monarchie, même dans les moments intimes. Enfin, allongé, à moitié en chemise, le conjoint tirant sur un ruban récalcitrant, l'air saturé de parfum et de cire, la tension muette. Conscient de chaque centimètre de tissu, de chaque bruit flottant dans les couloirs, de chaque serviteur maintenant silencieux derrière la porte. On réalise que la nudité au palais n'est jamais simple. En strates, observer, chorégraphier, se fondre dans les bras désirés, la forme du corps sous les draps appartient encore au domaine. À un moment, les couches tombent, la cérémonie s'essouffle, le lit cesse ses gémissements de navire hanté, on croit n'être plus que deux. Mais Versailles, 17e siècle, à revoir. Ce n'est pas une chambre royale, c'est l'épicentre de cours flamboyantes, scandaleuses, obsédées par la séduction. Le sexe personnel, art, armes, passe-temps en satin et cheveux poudrés. Bienvenue dans l'amour à la cour française. Maîtresse titrée, commérage organisé, séduction chorégraphiée comme un menuet. Naviguer dans le mariage, c'est entrer dans un monde où le pouvoir se joue de regards, lettres, parfums, visites nocturnes à travers les panneaux. Dangereux, délicieux. L'essentiel à Versailles, être maîtresse royale était presque un métier. Le terme maîtresse en titre. Appartement personnel, carrosse, accès au roi à toute heure. Ennemis nombreux, influence indéniable. Une maîtresse réussie influençait la politique étrangère, faisait promouvoir des proches, introduisait artistes et poètes dans le cercle royal. Tout commençait par un regard lors d'un bal. Les maîtresses cachées, jamais. Loge d'opéra en vue, carrosses royaux, portraits, perles, assurances. Madame de Pompadour, célèbre favorite de Louis XV, était plus qu'une amante. Conseillère politique, mécène, confidente. La relation physique s'estompe, elle reste à la cour, gère la correspondance, recommande des remplaçantes. Considéré élégant. Pas seulement français, beaucoup de cours européennes imitaient, mais moins théâtralement. En Angleterre, les favorites étaient moins officialisées, tout aussi puissantes. Nell Gwyn, aimée de Charles II, célèbre pour son esprit et ses origines modestes. Actrice, charmante, intelligente. Se serait autoproclamée putain protestante, narguant les rivales catholiques. Humour irrévérencieux que le roi adorait. La séduction versaillaise, étalon d'or. Pas la beauté, la stratégie. Les courtisans écrivaient des lettres d'amour comme des traités, métaphores voilées, langage codé. Une mauvaise phrase ruinait tout. La bonne élevait votre lignée. Au-delà des lettres, les amants échangeaient gants parfumés, mouchoirs brodés, tabatières dorées à messages secrets. Offrir une babiole, invitation à parler sous le sourire officiel de la cour, langage du parfum, musc pour le désir, fleur d'oranger pour la fidélité, ambre pour l'audace. Apporter pour que l'odeur reste après le départ. Impossible d'approcher sans sentir la déclaration. Fait négligé, les maîtresses publiaient leurs mémoires. Lettres et journaux posthumes dévoilaient des portraits ahurissants de la cour. Une anonyme maîtresse d'un duc mineur racontait jongler 3 amants selon les phases de lune. Vérité? Instantanée d'un désir royalement structuré. Question évidente. La reine? Compliqué. Dignité, devoir, drame au-dessus. Informée? Certaines fermaient les yeux, d'autres bouillonnaient, rares jouaient le jeu. Marie-Antoinette connaissait le pouvoir des favorites, n'en prit jamais officiellement. Entourée de compagnes mondaines et taquines, alimentait les rumeurs de fêtes nocturnes et jardins privés. Les commerces se régalaient de tout écart. Scandale, monnaie courante. Conséquences réelles. Une favorite enceinte? Problème. L'enfant reconnu, titré, éduqué comme héritier légitime, parfois confié à un cousin lointain. Les maîtresses devenaient ennemies publiques, blâmées pour les guerres ou mauvaises récoltes. Madame du Barry, autre favorite de Louis XV, guillotinée pendant la Révolution, symbole de l'excès royal. Dangereuse la politique, mais la séduction versaillaise fascinait. Sexe. Biologique, cérémonial, esthétique, sensuel, champagne et dentelle. L'architecture reflétait cette vie. Galeries, alcôves, murs de miroirs. Séduire un monarque? Il fallait de l'esprit, du parfum, des calembours latins. Les historiens débattent de l'ouverture sur les favorites, progrès ou oppression.
Pour certaines, c'était un rare chemin vers l'influence, pour d'autres, objet de luxe à durée limitée. La vérité est entre les deux, dans un tiroir à lettres parfumées, dont l'encre s'estompe, mais dont l'odeur reste. Ce soir, la pièce dorée sent la bougie, le jasmin, l'ambition d'une ombre passée. Rire dans les coins, influence planant dans l'air parfumé. Nuit où la chambre royale résonne de chuchotements parfumés. Marché froid, cage dorée de passion, funambule entre pouvoir et impuissance. Différence reine-maîtresse, couronne sur la tête, lèvres sur l'oreille du roi. La reine, lignée, légitimité, terre. Choisie par traité, approuvée par ministre étranger. Corps domaine royal, grossesse surveillée, accouchement annoncé comme lancement de navire de guerre. Rôle digne, obéissante, féconde. Amour en option, plaisir non garanti. Un peu plus loin, dans une autre chambre, une autre femme. Pas de couronne, attention du roi. Liberté. Les maîtresses font des plaisanteries, portent des robes révélatrices, lisent de la poésie, boivent du vin sans reproche. Elles jouent la reine en pose, flirtent ou refusent. La reine ne peut pas refuser son mari, au risque de crise diplomatique. Drôle de double standard. La reine lit froid, la cour bourdonnant, le roi ailleurs. Pire, sourire au matin, aller à la messe à ses côtés, accueillir la favorite à table, trinquer sous le regard des courtisans, sourire maîtrisé sans laisser filtrer l'émotion. Très courant. La France du XVIIIe siècle, la reine Marie. Gain. Amant d'amant, agent d'influence, conduit de pot de vin, espion en bas de soie. Plus encore, la disposition même des palais pouvait faire ou défaire les relations. À Florence, les Médicis avaient des couloirs secrets reliant chambres privées et salles du conseil, des visites discrètes d'amants ou d'informateurs. En Russie, les appartements de Catherine la Grande comportaient des passages cachés pour ses amants, tandis que ses ministres surveillaient tout. On chuchotait des mots doux, tout en complotant dans la même pièce. On ne pouvait jamais faire confiance entièrement. Les dames de compagnie rapportaient ce que la reine disait, servant des factions. Pages et femmes de chambre étaient soudoyées pour les informations, notant qui entrait, qui restait. Les gardes du corps prêtaient l'oreille, leur fidélité s'achetait. Baiser de minuit sûr, lettre à la duchesse rivale le matin. Scribe de la chambre, certains prenaient note des comportements privés des souverains. Succession incertaine, les monarques devaient prouver ou nier leur activité sexuelle. Scribe tapis dans un coin, plume à la main, on recueillait histoires, horaires, rumeurs, observations, transmises discrètement à des ministres ou puissances étrangères. Libido dans les dossiers d'État. Victime tragique de ces intrigues de chambre, les enfants. Une naissance royale suscitait des rumeurs sur la loyauté. La légitimité de l'enfant était questionnée. Fils de maîtresse au physique trop royal, les courtisans poussaient à la reconnaissance ou à la disparition. Héritier ou bâtard, la narration politique devait être contrôlée. Célèbre débat non résolu, l'affaire du collier de diamants qui impliqua indirectement Marie-Antoinette. Lettres falsifiées, collier volé, femme se faisant passer pour la reine, rencontre secrète au jardin, triste romancée. Scandale, preuve publique de la décadence de Marie, implication réelle douteuse. À la cour, l'intrigue de la chambre pouvait être une arme redoutable, vérité ou rumeur. La réputation était manipulée. Des historiens estiment que des guerres furent retardées ou accélérées par la politique des alcôves. Un roi séduit par une amante pouvait pencher en faveur de la patrie de celle-ci. Une favorite d'une cour étrangère pouvait détériorer les relations diplomatiques. On murmure que Louis XV aurait retardé des actions militaires pour plaire à Madame de Pompadour. Catherine de Médicis aurait manipulé les guerres civiles de France à travers la vie sentimentale de ses fils. Anecdote, les ambassadeurs vénitiens tenaient des journaux codés des affaires de la cour française, véritables cartes sexuelles, géopolitiques, d'espionnage et de rumeurs. Game of Thrones, mais perruques poudrées et dentelles. Manigance, ruine émotionnelle. Vrais amours écrasés par la pression politique. Romances interdites, exil, exécution. Même les monarques les plus puissants n'étaient pas immunisés contre le chagrin. Une reine pleurait sur l'oreiller la trahison de son mari. La favorite vieillissait, perdait la faveur, finissait seule, oubliée, son nom effacé des archives. Ce soir, dans un lit orné, on s'inquiète. Passion, perception, secret entre draps de soie, bruit de pas dans le couloir, amant ou traître. Chambre sanctuaire ou échiquier ou une pièce à bouger. Politique, spectacle,
Soudain, on réalise qu'il manque l'essentiel, l'attirance sincère. Battement de cœur, chaleur d'un regard, frisson qui défie la diplomatie arrangée, la lignée du sang. Le sexe royal, les héritiers, les alliances, séduction imprévisible, corps et cœur enfiévrés. Les murs du palais, eux, absorbent tout. Séduire à la cour? Jamais simple, joli pourpoint, n'est-ce pas? Règles, couches, rituels, orchestre de techniques de flirt adaptées à la sensibilité de la cour. Jeux de mots espagnols, perfection française, poésie italienne, musique, gestes secrets, anglais maladroit mais charmant. Noble musicienne ambitieuse, commencer par des regards prolongés, un contact de la main lors d'un toast, sourire partagé dans un corridor sous regard discret, niais. Effleurement de manches dans la foule, compliment sur une robe, chaque geste risqué. Poésie, lettres, strophes codées, éventail plié passé sous les portes. À la cour de France, c'était tout un langage. Un roi envoyait un sonnet, un serviteur livrait des prunes confites, une dame pressait une fleur parfumée dans sa réponse écrite. À la cour de Catherine de Médicis, les amants portaient des vêtements à code couleur. Bleu, je pense à toi. Rouge, ce soir, on se sauve. Le parfum, arme de séduction. À Versailles, des industries entières créaient des fragrances signatures pour l'élite. Musc, vanille, ambre, passion, scandale. Agrumes légers, innocence, flirt. Les amants échangeaient leurs parfums pour que leur odeur persiste sur la peau. Le palais saturé de bougies parfumées, d'oreillers, de perruques, d'éventails, message olfactif aussi puissant qu'intime. Un souffle défait toutes les retenues. Le mobilier jouait un rôle, certaines chaises pour conversation intime, à dossier bas, bras courbes pour que les genoux se frôlent. Alcôve secrète, coin drapé, recoin, tapisserie à la lueur du lustre. Salle de conversation réservée aux affaires officieuses. On y sentait la cire, la sueur, l'attente. La séduction dépassait la subtilité, passant aux gestes spectaculaires. La favorite de Louis XV eut son palais de porcelaine. Henry Tworth écrivait à Anne Boleyn des lettres passionnées et déséquilibrées, parfois obsessionnelles. Les Habsbourg offraient bijoux, médaillons, boucles de cheveux, bagues, cœurs. Les amoureux royaux commandaient des portraits cachés dans des tiroirs, nus, romantiques, risqués. En Pologne et Lituanie, certains nobles offraient des boîtes à musique. Les premières notes d'un hymne d'église évoquaient un premier regard volé. C'était niais mais efficace. Les balles de cour étaient des terrains de jeu de la chimie. Pirouettes, mains effleurées pour tester. Étiquette, ne pas s'attarder. Pas trop près. On osait braver la règle. Je suis venu pour te voir. L'amour courtois, un champ de mine. Viser trop haut, exil. Séduire la mauvaise épouse, héritage perdu, porte close à jamais. Accusé de mauvaise conduite, vie ruinée. Un regard, un gant parfumé, un poème codé, enjeux élevés. Et parfois ça marchait. Les couples naviguaient entre interdits et connexions enflammées. Lettres d'encre fine, pages cassantes. Preuve que sous les robes de velours et perruques poudrées, on désirait, on aimait, on osait. Les chercheurs discutent l'efficacité de ces rituels. Tissaient-ils des liens véritables ou ne servaient-ils qu'à combattre l'ennui doré? L'art de la séduction dans les palais était bien réel, laissé dans les parfums, la poésie, les promesses susurrées, jamais effacées. Ce soir, lit à tête sculptée, vin sur les lèvres, regard à la chandelle, soupir après dîner. Que reste-t-il demain? Une fleur sur une chaise, un mot sur un miroir, un regard plus long, plus courageux. Les chuchotements et billets parfumés prenaient un tranchant inattendu. Innocent flirt ou secret dangereux, exaltant. Le monde royal était strict sur les apparences, peu sur la vérité, mais le cœur battait fort, surtout pour ce qu'on ne devait pas faire. Bienvenue dans l'aile secrète du palais, porte cachée, escalier interdit, serviteurs complices, désirs défendus, pièges tendus. Les liaisons hors mariage étaient-elles rares à la cour? Non, attendues, dangereuses. Un discret clin d'œil de noble. Coucher avec la mauvaise personne, époux, frère, épouse, ambassadeur étranger, tout pouvait s'effondrer. Aventure périlleuse? Seuls les malins, riches ou inconscients, survivaient. L'architecture s'y prêtait. Passages, corridors, escaliers cachés, garantissant sécurité ou rendez-vous de minuit. Les rois avaient des suites secondaires, les maîtresses des portes arrière pour éviter d'être vus. À Versailles, tout un réseau documenté de portes privées garantissait la discrétion. Signaux secrets, chandelles à la fenêtre, rubans colorés au poignet, comme dans un roman, mais sans réelle intimité. Un faux pas, un signal raté et l'instant tendre tournaient au scandale.
Les risques étaient énormes, les chutes cruelles. Aux yeux du peuple, une favorite pouvait être élevée ou détruite. Jane Shore, maîtresse d'Édouard IV d'Angleterre, fut adorée du roi, puis humiliée publiquement après sa mort. Beauté et charme ne valaient rien sans main royale protectrice. Noble, enjeu encore plus haut. Exil, annulation, prison, mort. Anne Boleyn en est l'exemple tragique. Le désir personnel brisé par la paranoïa politique. Culpabilité, les chercheurs débattent. Pour les reines, l'infidélité était mortelle. Reine, affaire, enfant. Parenté douteuse menaçait la ligne de succession. Les reines gardaient des chambres protégées, le personnel était vérifié, revérifié. Surveillance, les amants des reines s'en tiraient, la vérité enterrée pour survivre. La reine Christine de Suède, excentrique, refusa de se marier, abdiqua à 28 ans, s'habilla en homme, vécut à Rome, rumeurs d'amour entre femmes, compagnes, lettres émotionnelles, amitié, amour, distraction politique. On ne saura jamais. Le secret s'accroche au parchemin. Isabella de Médicis, Italie du XVIe siècle, férocement intelligente, charmante, aurait eu une liaison avec 3 Orsini, le mari découvrit la vérité. Isabella fut retrouvée morte, étranglée dans sa chambre, maladie officielle, croyance, désir interdit, risque de réputation, de vie. Affaire secrète, tragédie, durable, passionnée, aimante. Auguste Lefort de Saxe, maîtresse Anna Constantia, fougueuse, influente, influence nomination à la cour, politique, relations diplomatiques, tomba en disgrâce, exil, solitude, lettres sans réponse, passion brûlante, faveur éphémère, danger, amant physique secret, serviteur, couloir, message, domestique soudoyé, maître trahi, espionnage, frisson, chandelle vacillante, dehors, surveillant, la fin arrive. Malgré tout, le palais palpitait de romances cachées. Le désir humain ne disparaît pas. Danger, adaptation, langage secret, lieu de rendez-vous caché, peine de cœur secrète. Lettres d'amour à l'encre invisible, notes codées, manches, cadeaux enterrés sous les planches, fidélité peinte au plafond, regardée par les historiens, amour, secret, détails perdus, amant astucieux, traces, chuchotements, poèmes, tiroirs, médaillons, noms, fleurs pressées, siècles, parfum d'amour, caché longtemps ce soir, grand lit, pas dans le couloir, furtivement dans la chambre, amant interdit, baiser dans le noir, la cour d'or, oreiller, lettre secrète, rendez-vous. Chandelle brûle bas, lettre royale d'amour, rendez-vous nocturne, mariage politique, soie, pression, bébé entendu, produire des héritiers, couplage stratégique, croyances étranges, fertilité, palais, chambre, attente, ignorance, sexe royal modélé par mauvaise science, superstition, conseils médicaux bizarres. Au début, médecins royaux pensaient connaître le corps humain, humeur, équilibre délicat, chaleur, humidité, sang, flegme, bile, absurdité, matrice froide chez la femme, conception, homme, graines surchauffées, diagnostic, visage rouge, sueur, odeur, couple royaux, conception, timing, anatomie, remède de palais, aphrodisiaque, tonique, régime, prielle, cannelle, poudre de coquille d'huître, boire chaud, face à l'est. En Angleterre, femmes frottaient des scarabées broyés sur les cuisses. En France, poudre de corne de licorne, virilité, licorne réelle, position, textes médiévaux, instructions, optimiser la conception, femme couchée, hanches relevées, homme, pénétration profonde, chaleur utérine, missionnaire, position divine, d'autres, étoile grecque, alignement, bébé maudit, malédiction, cour royale, magie, infertilité, sortilège, ennemi de la couronne, noble jaloux, amants éconduits, soupçons, sorcière, sort sur le lit royal, 7e siècle. France, poison, affaires, noble impliqué, maîtresse royale, scandale, filtre d'amour, messe noire, passion, puissant, filtre, os de crapaud, vin. Administré secrètement, émotion, stérilité, maladie, malchance, médecine moderne, confiance, royaux, mystère, médecin de cour, homme, diagnostic, magie, utérus jamais vu. Charles II, Espagne. Consanguinité intense, faible, médecin, remèdes étranges, bois de cerf en poudre, dormir avec une autre femme chaque nuit, stimuler la semence royale, surprise, inefficace. Louis XVI France, mari de Marie-Antoinette, année de mariage non consommée, rumeur, pamphlet. Couple ridiculisé, caricature salace en Europe, vérité simple, conditions physiques, phimosis, douleur, empêche l'intimité, chirurgie, prise de conscience, enfant, chuchotement. Versailles, sage-femme, astrologue, prédire sexe, mesurer ventre, jumeaux, urine, herbe, cheveux brûlés, bougies, garçon, fumée, mauvais présage. Cour de Pologne, reine harengue marinée, bébé sage, gourmandise, enfant vaniteux, rien, changelin, enfant fée, utérus, paranoïa, fausse couche, mortalité infantile. Soins prénatales, santé maternelle, grossesse terrifiante, reine recluse, dernier mois,
interdite de marcher seule, peur de déplacer le bébé, fausse couche, honte, échec moral, colère divine, esprit distrait, devoir, débat historique, croyance royale, rituel, attente, confiance, preuve, couple désespéré, remèdes étranges, échec médical, atteindre l'ombre, ce soir feu, boisson, cannelle, vin rouge, opale, amour, devoir, théâtre, astrologue, lune, sage-femme, poule, sourire. Mots sacrés, héritier, princesse étrangère, palais, courtisan, trompette, sourire forcé, nouvelle épouse royale venue de loin, coutume, attente, secret, pouvoir, bouleversement, palais, intimité, reine française, cour espagnole, scandale, mari souriant, archiduchesse autrichienne, famille italienne, couple au lit, collision culturelle, Marie-Antoinette, désorientation France, habitude autrichienne, charme, protocole français, modestie, nuit de noces, noble, chambre, drape, conseil. Humeur, rideau, achat, corps, objet politique, malaise, conversation, Catherine de Bragance, princesse portugaise, Charles II d'Angleterre, thé, attitude catholique, séduction, devoir amant, blague, chaos sexuel, adaptation privée, enfant, échec, friction culturelle, reines isolées, cours inconnus, intimité, diplomatie, baiser, enfant, refus, orgueil national, joue, timide, invitation, coutume, visite nocturne, lune, reines étrangères, roi, personnel, dame, médecin, coutume du pays. Chambre froide, guerre, équipe, mariage, femme, dignité, tradition, mari exigeant, assimilation, tension, commérage, hostilité, histoire. Anne de Clèves, épouse allemande d'Henri Kate, portrait, déception, jument flamande, mariage non consommé, apparence, écart culturel. Anne réservée, Henri, attente, intimité impossible, divorce rapide, humiliation, exil, domaine, survie, lit royal, influence étrangère, normes modifiées. Louise-Élisabeth, France, cour d'Espagne, rituel de beauté, huile, drap, bain, scandale, cour espagnole austère, standard, coiffure privée, refus d'être déshabillé par des servantes, innovation accueillie avec nervosité. Bien sûr, donnez-moi le texte et je le répéterai tel quel, mais en français, sans aucun changement. Allez-y quand vous voulez. La cour russe soupçonnait les consorts nés à l'étranger de porter des parfums, de la dentelle, de la corruption morale. Les épouses de Pierre le Grand étaient vues avec suspicion, agissaient avec confiance, indépendance, maîtresse Anna Mons allemande, salon privé, rire, musique, vin, influence subversive dangereuse, faveur bannie, famille publiquement humiliée, barrière linguistique, séduire le conjoint, parler la langue, traducteur maladroit à quelques pas, hilarant, couple développait des langues improvisées étranges, gestes tactiles, communication à peine existante, mois et années non consommées, écart comblé. Princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, mariée à Georges III d'Angleterre, parlait anglais en arrivant. Georges allemand, relation étonnamment affectueuse, routine partagée. Notes écrites orthographiées phonétiquement, langue en désaccord, proches selon les témoignages, amants affectueux, couples royaux, affrontements culturels, cicatrices, habitudes de chambre, confort, identité nationale, fierté, reine étrangère refusant les coutumes locales, arrogante, ingrate, roi étranger introduisant des rituels d'intimité, moquée, ventilateur, chuchotement dans les couloirs, historien débattant, reines étrangères changeant la culture sexuelle des cours, boucs émissaires, amour audacieux, différents, franchissant les frontières, palais royal, changement, mariage, chambre, cour, dynastie, roi échouant à apparaître dans les appartements le matin, petit déjeuner, audience matinale, bénédiction cérémonielle des pantoufles royales, silence lourd, domestique chargé, courtisan se regardant, disant que le monarque est souverain, divin, viril, définition, remplir ses devoirs conjugaux, urgence nationale survenant. Historiens admettent l'impuissance royale, crise personnelle et politique gênante. Monarchie, autorité du roi liée à la production d'un héritier. Échec au lit, défaut cosmique, présage de faiblesse, malédiction, gens ordinaires ignorant discrètement, conseiller du monarque, médecin, confesseur, ministre murmurant vautour à résoudre. Louis XVI, pauvre garçon, sous l'œil du public, mariage avec Marie-Antoinette, retard de la consommation, rumeurs dans les salons de Paris, désintérêt, incompétence, maladie, homosexualité, pamphlétaire déchaîné, guide illustré du couple royal, conditions légères de Louis, douleur lors des rapports, cours et public, retard d'un héritier, embarras national, faute, affaire de tous. Louis XV, maîtresse, palais de porcelaine, Henri VIII, virilité pratiquement royaume elle-même, échecs conjugaux, fausses couches, morti-naissance, question roi d'Angleterre, lion d'Europe autoproclamé, secrètement impuissant,
courtisans troublés, actes incomplets, blessures infectées, colères imprévisibles, signe de la nécessité de conclure l'affaire. Henri, insécurité royale, blâme sur les femmes, annulation, décapitation, réforme religieuse, début d'une religion, problème de ceinture. Charles d'Espagne, ensorcelé, graves handicaps physiques et mentaux, réputé impuissant, mariage sans enfant, cour obsédé à comprendre, médecin examinant, responsable religieux priant, rumeur de sorcellerie, théorie d'un utérus ensorcelé, maudit pour ne pas reproduire, comprendre ce que signifiait le sexe, implication, examen implacable, ironie, problème reconnu, lignée Habsbourg, jambe de l'Europe, guerre de succession d'Espagne, impuissance, souci royal, noble, duc, prince, puissance sexuelle, détention du pouvoir, France, roi pouvant annuler légalement un mariage non consommé, témoins médicaux devant prouver, seigneur malchanceux, examen humiliant, capacité à accomplir l'acte évalué, mariage, subtilité, médecin, clergé, témoignage public, épouse, échec du mari, nuit de noces, décevante, pire rareté des nobles démontrant leur virilité devant témoins, capacité à fiction, Italie de la Renaissance, procès d'annulation litigieux, simulation d'activité maritale, expert nommé par le tribunal, divertissement, loi, honte, pression, bureaucratie invasive, femme royale, impuissance dommageable, langage voilé, performance du mari, femme blâmée, inspirant les reines froides, stériles, quasi sorcières, désespérées d'éviter la disgrâce, acceptant des annulations discrètes, roi autorisé à garder une maîtresse, titres intacts, se battant, Catherine d'Aragon niant farouchement les allégations d'Henri VIII. Insistant sur la consommation, survie publique, cour croyant la reine, mari impuissant, rumeurs d'alternatives de conception, enfant, amant, lignée, succession légitime, équilibre précaire, rumeurs persistantes, non prouvées mais croustillantes, prétendant qu'un prince danois héritier était le fruit d'une affaire soigneusement arrangée, princesse choisissant un noble fiable, que ce soit vrai ou non, montre la virilité liée à la dynastie. Pour les gens, préserver l'illusion de puissance, pratique marginale, impuissance dans certaines parties de l'Europe de l'Est, nobles jurant par des ceintures magiques, bagues de charme bénies par des saints hommes, restaurer la puissance masculine, portée lors des rapports, bagues de musée, inscription latine, vir domini, force du Seigneur, désespoir, histoire réelle ou exagérée, humiliation, discrédit des puissants, accusation d'impuissance, assassinat personnel et politique, roi performant, règle ce soir, feu dans la chambre fastueuse, silence dans la suite adjacente, mouvement du lit royal, chuchotement bas, trahison. Homme s'efforçant de plaire à sa femme, roi performant, battement de cœur, tout perdre, cérémonie chorégraphiée, humiliation murmurée, curiosité, commence, femme, reine, duchesse, dame d'honneur, arrête d'attendre, choisis, arrête de jouer les passives, poudreuse, perchée sur un piédestal, rôle assigné, immobilité du palais, couche de taffetas, diplomatie, main tendue, choix. Histoire aime la couronne, roi architecte du désir, femme royale menant vraiment, réécriture du script sexe-pouvoir. Facile pour une reine ou une noble de montrer l'initiative, cher, risqué, court, regard coquin, jugé indécent, dangereux, peu royal, ont osé, ont façonné les dynasties, écrasé les ennemis, changé les règles de la chambre royale. Catherine la Grande, absurde rumeur du cheval, absurdité, vraie femme, impératrice de Russie, réformatrice intellectuelle, fort appétit sexuel, patience. Catherine choisit ses amants, les formait personnellement. Correspondance coquette, invitation de cour, attention, jeunes nobles intelligents, loyaux, disponibles, amants bonbons, confidents, alliés politiques, intérêt, pension, titre, sortie polie, élégante, Marguerite de Valois, fameuse reine Margot de France, amant innombrable, contemporain masculin, belle dangereusement intelligente, guerre de religion, relations avec hommes puissants, négocier la paix, recueillir des renseignements, assurer la survie, liberté sexuelle légendaire. Pamphlet, nymphomane, scandaleuse et stratégique, seule en Angleterre. Bess Hardwick, roturière, comtesse, 4 mariages, richesse, influence, maîtrise du mariage royal, politique, construction de dynastie familiale puissante, intimité élisabéthaine, chambre, contrat, alliance, effet de levier, avantages répétés, Angleterre, Anne d'Autriche, Louis XII. France, pieuse, passive, porte close, amitié privée, connexion émotionnelle, limite de la bienséance, accusée de liaison avec le duc de Buckingham, déni catégorique, dame intouchable, dame fidèle, correspondance enterrée, langage codé, princesse espagnole accusée de risquer la guerre, chambre à coucher, décor, reine exerçant le pouvoir,
roi remplissant les chambres de cartes, bois de cerf, pompe masculine, reine aménageant des sanctuaires sensuels, espace, texture moelleuse, motifs floraux, couleurs apaisantes, éclairage flatteur, intimidé, chambre de repos, affichage du plaisir, oreiller, parfum, musique dérivant de la chambre latérale, contrôle subtil, efficace, fait fascinant. Italie du XVIIIe siècle, femme noble commandant des canapés de conversation sur mesure, divan en croissant bas, flire, proximité technique, rideau de gaz, musique de harpe d'ambiance, verre de vin fortifié glacé, duchesse, joueuse de fond, palais, décideuse du séjour du soir, empire ottoman, système de harem, domination patriarcale, harem impérial, femme, immense pouvoir en coulisses, sultane validée, mère régnant, sultan, personnes influentes, empire concubine, ornement passif, appris, jeu de cour, efficacité, impitoyable, faction, sans influence, nomination, position, autorité politique, égal accès souverain stratégique, sexuel, historien, récupère, histoire, femme, décor sur les hommes, réalité, nuancée, danger, réel, accusations adultères, détruisant instantanément dossier, montre femme royale, redéfinissent règles, poursuivi désir soigneusement, audacieusement, brillamment réussi, satisfaire cœur. Corps plié, empire des bas femmes, Catherine Marguerite, véritablement profité, liberté sexuelle, jouant, jeu truqué plus joli, carte, relation, rébellion, survie, dépend de nuit, partenaire, humeur, certitude, femmes reçoivent affection directe, écrit, lettre, jeu de mots astucieux, parfum, choisi, laisse en trace, but organisé, salon privé, conversation plane, ande, candale, connaissait valeur, regard, poids, murmure sur toute attente, invitation, chambre, déverrouillage, porte-milieu, nuit allongée, éveillé, chuchotement résonancieux, chose court. Artenaire, romance, séduction, candale, attente, hérité, dysfonctionnement, désordre ancien, transmis, blason familial, gravé, pierre, palais royaux, sexe, à façonner politique, protocole, en tes péchés, ancêtres, s'épouser, personne mûre, s'épouser, lignée, histoire familiale, candale, superstition, bagage médical, chymose émotionnelle, s'infiltre, chambre, courant d'air, sol en marbre, Habsbourg, dynastie, obsédé, gardé, lignée, pure, consanguinité, siècle, cousin, cousine, niaison, clerbre, généalogique, nœud, résultat, Espagne. Ici-comment déformé, intellectuellement retardé récit, incapable consommer mariage, hachoir se fermant ma langue, parler clairement, épouse nuit, de nocés succès solennel, dynastie effondrée, mauvaise gouvernance, lit royal, échec génétique, enriveteur, désastres conjugaux, luxure, égo, obsession superstitieuse, produire, héritier, mal, fixation dans ce mariage, décapitation, restructuration, Angleterre, paysager religieux, traumatisme, père appris, pouvoir et fusions englignés, à peine survécu guerre civile, Henri lit amour champ de bataille. Silence, instabilité, antécouronne, schéma générationnel, fertilité. Louis XIV, roi soleil, grand-père assassiné, père mort, jeune mère pieuse, distant et reine enseignée, plaisir dangereux, pouvoir divin, Louis Tour-et-Maître, Madame Montespan maintenant père, 16 enfants si légitimes, blessures héritées, affirme vie remplie, course, ex spectacle, fil conducteur, quelqu'un tente désespérément, distancé de teint famille, traumatisme, fête et chaud, froideur émotionnelle, enfants royaux, élevés, nourrice, précepteur, berceau, priorité, diplôme. Mathie, affectionne adulte, exprimant amour, calcul-être, duchesse, allemande, liée. Siècle, cohérence bouleversante, genre distant, parlera faire. État, contact, convoqué, devoir, femme sans amour, dynastie, chaleur, programme dysfonctionnel, héritage, père-fils, mère-fille, reine espion, alliances étrangères, élevée, fille méfiante, stratégique, blindée émotionnellement, impératrice, Marie-Thérèse, Autriche, microgestion, mariage, 16 enfants, Marie-Antoinette, conseil détaillé, froid clinique, comportement, lit, plaire, Maria. Suré pouvoir, procréation, émettant, formé, monde affection, fatal, dysfonctionnement médical, roi sportem, maladie héréditaire, porphyrie, hémophilie, syphilis transmise, chevalier drap, reine Victoria, porteuse hémophilie, onde Europe, famille royale affaiblissant, Romanov, prince espagnol boiteux en temps, Habsbourg, nouveau-né mâle romantique, symbolique, biologie, héritage, déni, dynasties émotionnellement stable, schéma, mariage, silencieux, union sans amour, contrôle, excessif, affaire répétée, génération, chope. Ascouloir, palaise noble française, journal mère, grand-mère, arrière-grand-mère mariée, 15 ignorés, marisamment 21 anniversaire, enseignés, composés, sancchotés, détails, franges, maison royale, astrologues engagés, dressés, date, mariage favorable, étudiés, cartes ancestrales, avertir, malédiction, troisième fil sombre, premier mariage, métaphores, anxiété royale, lignée, portait des teints tissus érudits modernes, traumatismes intergénérationnels, palais famille, jouets transmis, reproduits, recréant blessures, porte dentelle. Le césoir plafond, doré ancêtre, roi reine, lit schéma, chérité, vouloir partenaire, respirer calmement, poser question, silence, arrête, macoudou, serviteur, entre porte, eau de rose, billet,
plié, plateau argent. Précaution absence, contact, œil, geste, poli entraîné, plateau froissement, soie, écrit, comprend à haute voix. À véritable pouvoir, palestrone marche doucement. Écoute attentivement, change histoire, parlant murmure, monde royal, Jean lit, savent se passe sommeil, monde caché. Serviteurs, espions, intermédiaires, invisibles, mince. S'affaire. Royal, mariage, raté, liaison secrète, confession, chuchoté, contact royal à juste entride aux amours, lettres pliant, page reine, pleurer, oreiller changeant, drap dit dame d'honneur, ostensiblement compagne, gardienne, secret, gestionnaire, humeur, conspiratrice, silencieuse, s'habiller reine, lit assise, après-midi solitaire, écouter, vers ses frustrations, maris, froids, amants, s'absent, grossesses inopportunes, âgées entremetteuses, organisantes, rencontres secrètes, glissant billets, femmes, chambre, espions, déguisés, informations, rivaux, coursés. Étranger fameuse, Lady Sarah Churchill, confidente, reine d'Angleterre, relation profondément émotionnelle, peut-être romantique. Sarah exerçait influence considérable à une décision publique privée, lien négrier, branlée stabilité, reine. Sarah partiait lettres privées, publiées, exposant vulnérabilité, intimité publique, armes, valets, pages, servait 3 habillés monarques, repas, escortait 3 compagnies, valets, regardait, mal surpris, murmure, courchange nuit, page, cons informateur, règne, Louis, valet digne, con. Fiance gérette allée venue maître se porte caché, parc au serve domaine privé, plaisir serviteur passif, s'essentiel gestion créneau, silence catalogue, goût 3 héritiers connaissent nom bâtiment navire, fontaine, cérémoniel, pieds nus, fenêtre tremblant, baiser, supposé monde chute, étreinte interdite, cœur battant peur inconscient. Continuer. Histoire palais abrite, pouvoir spectre désir chumain, passion, regret, joie et tenue, nuit croisée, regard banque matin, lettre Dieu, envoyé, mariage, givre, chaleur importesse. Roirieux, dernière fois, couronne, trône, tapisserie, non-famille, lumière, bougie, toucher, rire, palais, se souvient autre chose, palais, bougie, stamisé, vacille, soupir, doux voyage, air réchuchoté. Tes couloirs, grincement, lit à baldaquin siècle. Lettres secrètes, caresses interdites, vœux arrangés, cœur battant public, vécu 12 vies, reine maîtresse, valet, mari, traître, confesseur, témoin, séduction, soupçon, affection, trahison, naissance, effondrement, brocart, attente terrestre, appris, chambre royale, hors cérémonie, vécu obstinément, magnifiquement. Humains, Smiths, marbre, gens imparfaits, s'effrayés, impulsifs, douloureux, intelligents, cruels. Solitaires, cherchant, en fait pour isoler, regard, salba lettres pliées, oreillers, désordre profondément, effort mortel et choses plus forts. Se voir, titre et soit choix de voir, désespoir, cherchant couronne, vouloir par rester cœur, cœur partir risquer baiser, palais abri de secrets plus grands, porte rose, amour, luxure, mémoire, regret royal réel, chuchotement, histoire persiste, sommeil, rêve doucement, histoire compte.